Allez. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie vraiment technologique. C'est-à-dire que les quelques cours que vous avez vus juste avant, c'est surtout la partie comment orienter processeur, générique. En fait, c'est pas spécifique à une architecture. Et à partir de là, on va commencer à se concentrer vraiment sur l'architecture vraiment plutôt orientée PIC 18. Donc on va travailler avec la carte qui s'appelle Curiosity HPC, donc c'est une dev board ou une dev kit. Donc c'est un tab que vous avez souvent retrouvé chez les fondeurs, hein. C'est voilà, une carte qui permet, ou une eval board aussi, voilà, une carte d'évaluation qui permet de tester toutes les fonctionnalités du processeur en question. Voici à quoi il ressemble. On a comme sur l'Arduino, comme sur la STM32, sur la Nucleo, pardon, on retrouve une partie programmation debug et une partie qu'on va appeler application ici, qu'on appelle aussi en général partie cible. Donc la partie programmation débugage, on va la voir tout de suite. La partie application, on va la voir juste après. Mais déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut observer, c'est que y a le microcontrôleur là, il y a plein de connecteurs qui permettent d'accéder aux entrées-sorties de manière assez simple. Et puis il y a quelques fonctionnalités qui sont déjà intégrées, à savoir des LED qui sont ici, des boutons poussoirs, un potentiomètre pour tester le convertisseur analogique numérique. Enfin bref, il y a déjà pas mal de fonctionnalités avec ça. C'est OK? Ouais. Du coup, il n'y a pas de bootloader dans le processeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, en français on appelle ça un chargeur d'amorçage. Mais on parle jamais en français en général. Donc en fait là ce qui se passe c'est qu'on va directement écrire le programme dans la flash et le programme va s'exécuter directement. On appelle ça aussi du bare metal, donc directement sur le métal nu. Métal faut entendre semi-conducteur. Et en fait voilà, votre programme il est directement mis dans la flash. Donc en fait pour ça on peut utiliser une sonde JTAG, donc qui est un protocole, un standard assez commun qu'on va retrouver dans plein de processeurs différents, plein de fondeurs différents, plein de fabricants différents, voilà, qui vont permettre de télécharger, donc de téléverser le programme vraiment de votre PC vers la cible, mais également de pouvoir faire des actions de debug, chose qu'on fera un petit peu pour voir un petit peu, déjà comprendre un petit peu comment ça fonctionne pas à pas, mais aussi quand il y a un problème dans le programme, le meilleur moyen d'y arriver au final c'est de faire du debug pour voir, vérifier est-ce que les registres sont bien aux valeurs que j'ai imposées, est-ce que la broche elle est bien censée changer de telle valeur à telle valeur. Et ça, on peut le faire en sondant l'intérieur de la mémoire programme et en sondant l'intérieur aussi de la RAM et donc la valeur des registres. Mais ça, on y revient un petit peu plus tard. Donc voilà, l'idée c'est que tous les starter kits, tous les dev boards, eval boards, tout ça, dev kit, disposent notamment de JTAG et donc des sondes qui vont permettre de programmer les processeurs. Ouais. J'avais une question, c'est est-ce que moi j'avais déjà vu là, sur les cartes quand j'étais en sous-traitance électronique, on mettait un bootloader la première fois en JTAG et ouais. Après on venait programmer tout par USB directement. Ouais. Et en fait, comment ça se passe en fait, dans le bootloader Le bootloader, c'est quelque chose qu'on verra en 3A, nous. On en reparlera en 3A, justement, sur les BeagleBone, les cartes noires que je vous ai montrées. On va mettre un étage de bootloader et puis ensuite un étage de... un vrai OS. Okay. Là, nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va vraiment faire directement du bare metal, donc directement fondre sur le... Enfin, flasher la flash, du coup. À quoi sert un bootloader, en fait? L'idée du bootloader, c'est de dire... par exemple, tu prends un PC. PC, si je reprends le mot-clé de son processeur, c'est la polyvalence. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. L'exemple, c'est que tu peux mettre un Linux, tu peux mettre un Windows, tu peux mettre un Linux et un Windows et un Linux, enfin bref, tes configurations peuvent être n'importe lesquelles. Et donc, il faut que ton processeur, au moment où il démarre, il ne connaît pas du tout l'architecture disque que tu as, il soit capable d'aller quand même chercher et trouver une image de système d'exploitation dans ces disques-là. Le premier étage du bootloader que tu trouves sur ton PC, c'est le BIOS, ou l'UEFI. Donc voilà, c'est un petit composant. Ton GPP va aller lire ce bootloader, va aller le consulter, et après le bootloader va être capable d'aller chercher éventuellement un deuxième bootloader. Un deuxième bootloader sur ton PC. Je ne sais plus comment il s'appelle, Windows Boot Manager pour Windows, et pour Linux il s'appelle Grub. Et Grub, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous l'avez tous déjà manipulé, puisque sur les PC vous avez ici, vous avez un dual boot, et l'interface qui vous permet de choisir entre Windows et Linux, c'est Grub. Donc voilà, ton premier bootloader va chercher le deuxième bootloader, le deuxième bootloader va aller chercher vraiment l'OS en question que tu veux. Pourquoi tu as ces deux étages de bootloader? Le deuxième, en fait, il est vachement polyvalent, il est capable d'aller lire sur les disques, tout ça. Le premier, en fait, l'idée c'est qu'il aille juste consulter quels sont les supports de masse, et c'est trouver un petit programme dedans qui va pouvoir charger
à l'intérieur de la commande de ton processeur et qui va être le bootloader de plus gros niveau. Et à partir du moment où tu as un bootloader qui est chargé, au final, toi, ce que tu n'as qu'à faire, c'est juste modifier le contenu de la mémoire qui t'intéresse. Et celui-là, tu peux le faire assez facilement, effectivement, par USB, comme tu dis. Parce que moi, j'ai vu, parce qu'on avait des cartes souvent qu'on développait pour certains clients, et on faisait ça. Et des fois, il fallait faire des mises à jour. Et c'est vrai qu'on branchait l'USB, il fallait qu'on reprogrammait les cartes directement. Ouais. Et ça évitait de reprendre le JTAG pour tout programmer. Ouais. Donc en fait, voilà, le bootloader, il offre cette option-là. C'est qu'au final, le bootloader, il sait qu'il devra aller charger son image qui se trouve ici. Toi, après, tu peux avoir maintenant différentes manières d'aller écrire cette image-là. Tu vois, typiquement sur la Raspberry, la manière de changer l'image, de changer l'OS, tu changes la carte SD, tu vois. C'est juste ça. Donc on ne va pas flasher le processeur. On vient juste changer l'image, mais parce que entre le processeur et l'image, tu as un bootloader qui est capable d'aller charger. Et on verra par exemple le bootloader qu'on va utiliser en troisième année, il se fait en 3 étages. Tu as un bootloader qui se trouve dans le processeur, et après tu as 2 étages de bootloader qui viennent charger ton Linux dans la BeagleBone. Mais ça voilà, on en reparlera plus tard pourquoi il y a 3 étages. Ouais, du coup, voilà, on en a déjà parlé un petit peu, puis je vous ai montré tout à l'heure en salle de TP. Voilà, il y a différentes sondes de programmation. Il y a l'ICD, il y a la PIC-Kit, et puis il y a directement du coup la sonde qui est marquée ici. Je crois qu'elle s'appelle PCOB sur Microchip, ça va être Programmable Kit on Board. Donc vous avez le kit de programmation qui se trouve directement sur la board et qui est celui-là. Voilà. Mais encore une fois, différentes manières de faire. L'inconvénient, c'est que là, votre processeur, votre microcontrôleur, vous l'avez programmé. On est d'accord que la Curiosity, si vous regardez sa tête, c'est pas un truc qu'on peut mettre dans un système embarqué. C'est beaucoup trop gros. Okay. Donc vous pouvez programmer le microcontrôleur, l'enlever et le poser ensuite sur la carte cible, vraiment votre application, sur le PCB que vous avez construit. L'inconvénient, c'est que s'il faut le reprogrammer, il faut le redébrancher, le remettre sur le level board et refaire ça ainsi de suite. Okay. Donc une autre possibilité, c'est de disposer sur votre PCB, comme ce qu'on avait vu sur la carte Olimex que je vous ai présenté sur un des premiers cours, un connecteur qui permet de connecter par exemple un PIC-Kit. Voilà, un connecteur cibroche qui permet d'avoir le PIC-Kit, ce qui permet de pouvoir programmer sur place le processeur. Donc sur les applications terminées, sur les produits finis, en général il n'y en a plus, sauf si on veut vraiment proposer un accès. Par contre sur toutes les cartes qui sont en phase de prototypage, là on va en laisser un, parce qu'on n'a pas envie de se promener avec une grosse sonde de programmation embarquée sur le produit, sur le proto. Par contre, on a quand même envie d'avoir accès au processeur pour le programmer. Ok, donc voyons voir un petit peu les deux parties. D'abord, on va commencer par la partie programmation debug. Donc vous avez le schéma qui est ici. Donc, voilà, vous avez le PCOB ici. Donc ce schéma-là, cette page-là du schéma, c'est uniquement la page dédiée à la partie programmation. Et là, c'est à vous de jouer. Je ne sais pas si vous l'avez sur vos PC, sur vos tablettes. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette page-là? Qu'est-ce que vous retrouvez comme élément? Ouais, il y a la masse, ouais. C'est quoi le gros composant? C'est le microcontrôleur, c'est le PIC? Non, c'est le driver. Ouais, tu m'as dit quoi? PIC 24F. Donc c'est pas un PIC 18. Non, donc c'est pas le microcontrôleur cible. Ok. C'est le programmeur on-board. C'est celui-là, ce microcontrôleur-là, qui va programmer votre microchip. Donc c'est lui votre interface de programmation finale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur la PIC, sur la Curiosity HPC, là, vous avez 2 microcontrôleurs. Un que vous allez pouvoir programmer, et un autre avec lequel votre PC va communiquer via USB. On va communiquer avec ce PIC-là, ce microchip-là, qui lui-même va ensuite programmer, écrire dans la flash, du microchip cible. D'accord? Donc il y a bien 2 microcontrôleurs, mais une seule cible. Ok. D'ailleurs, ça c'est une version de la carte. Il y a une autre version de la carte où la barre là, elle est pas droite. Il y a un petit créneau. C'est pas un PIC, c'est un Atmel qui se trouve en sonde de programmation. Voilà. Mais ça change pas le fait, enfin ça change pas le rôle. J'ai un microcontrôleur pour la programmation et un microcontrôleur cible.
Donc effectivement, gros composant que vous retrouvez au milieu, c'est le microcontrôleur de programmation. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? J'ai dit qu'on passait par l'USB. À gauche. Ouais. Vous le trouvez à gauche ici. L'USB, qu'est-ce qu'il permet de faire aussi? Alimenter. Donc on a une alimentation qui passe par là. On a un fusible. On a marqué 5 volts USB ici. Ok. Est-ce que votre microcontrôleur, pour autant, il est alimenté en 5 volts? Bah, pas le 24. Pas le 24? Je sais pas, le 24. Il y a des Plutrons en 3 volts 3, ouais. On voit un P3V3. 3 volts 3 au niveau des lignes. Ouais, ok. Est-ce que votre microcontrôleur cible est alimenté en 5 volts ou 3V3 du coup? Oui, il y a 5 volts normalement. Eh ben ça dépend. On va voir ça. Alors déjà, comment on fait pour générer du 3 volts 3 par rapport au 5 volts? Enfin, depuis du 5 volts. On a un régulateur qui se trouve ici. Ok. À 78,05. Non, c'est pas ça. Non, MCP 170.3. Oui, 170.3. Oui, puis 0,5, non, ça aurait été ça. Ça peut marcher. Pardon? Bah, un 0,5, ça pourra pas. Non, non, ça aurait été un 78,33. Et effectivement, on voit ce régulateur-là qui prend du 5 volts USB en entrée et qui va vous générer du 3 volts 3 en sortie. On a un condensateur pour lisser la tension d'entrée, on a des condensateurs pour lisser la tension en sortie, on a une résistance avec une diode pour montrer que la carte est bien alimentée et que j'arrive bien à générer mon 3 volts 3. Ok. Et par contre, comment je fais au final pour choisir comment l'alimentation de mon microcontrôleur, mon microcontrôleur cible? Je vous montre le microcontrôleur cible. Ouais, non, c'est trop long. Mon microcontrôleur cible, comment je fais pour choisir son alimentation? On a un cavalier ou quelque chose comme ça? On a un cavalier, ouais. Le cavalier, est-ce que vous savez où il est sur le schéma ou sur la carte? Déjà, pareil, cavalier, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est? On appelle ça jumper. Un jumper, machin. C'est un connecteur en 3 broches. Et vous en avez pas? Il est pas en bas à gauche? Ouais, il est en bas à gauche, c'est lui. Connecteur à 3 broches. Et vous avez un petit élément amovible que vous pouvez venir soit relier là, soit relier là. Et comme ça, vous faites un court-circuit entre là et là, ou entre là et là. Au milieu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... Non, vous avez le VDD, je crois que c'est ça, TVDD, qui est l'alimentation qui va aller vers le microcontrôleur cible. Ok. Et comment vous l'alimentez? Bah, soit vous l'alimentez à partir du 5 volts USB, donc soit vous reliez les 5 volts vers le microcontrôleur, soit votre connecteur vous ne le mettez pas là, mais là. Et dans ce cas-là, vous reliez le 3 volts 3 qui va partir vers le microcontrôleur. Okay. Ça, on le retrouve sur la carte, on le retrouve ici. Et d'ailleurs, vous voyez en dessous du 3 volts 3 ou en dessous du 5 volts, vous voyez un trait qui symbolise où est-ce qu'il faut brancher l'élément amovible pour avoir l'alimentation qui vous intéresse. Ok. Du coup, tiens, tant qu'on y est, le régulateur, il est où? En haut à gauche. En haut à gauche, juste au-dessus. Ouais. On retrouve les condensateurs. Ça serait bien la LED. Non, la LED, elle est pas là. La LED, elle est en dessous. Elle est là, power. Ouais. Elle est là. Ok. Toc. Donc voici ce qu'on retrouve principalement. Là, pour l'alimentation du microcontrôleur de programmation, on a du 3 volts 3 qui est là. On a des condensateurs de découpage ici. On en a vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éléments qui peuvent nous intéresser? Bouton basé. Bouton reset qui est où? Juste au-dessus du cadre. Du cadre? Juste en haut à gauche des informations. Les informations. Les informations en bas à droite What? Est-ce que tu peux être clair, s'il te plaît? du cadre. Ok, le cadre, ouais, qui est là. Oui, ok, il est là. J'avais pas vu. Donc on a la résistance. La résistance, à quoi elle sert déjà? Pull-up. Pull-up. Résistance de pull-up. L'idée, hein, je vous rappelle par défaut, c'est qu'il n'y ait pas de courant qui circule, donc j'ai bien VDD comme alimentation ici. Et quand j'appuie sur le bouton poussoir, j'ai un relié à la masse. Okay. Et donc ça, c'est le bouton reset qui est ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut nous intéresser? La sonde de programmation. Elle est où la sonde de programmation? En haut à gauche. En haut à gauche, c'est elle, U2 prog. Ok. Alors il y a un tab prog en bas. Et il y a un tab prog en bas. Ouais, en bas. Juste à côté du bouton. Là, ici. Ouais. Là, ouais. Est-ce que c'est la même chose? Non. Ah non, parce que du coup, le connecteur qui doit être en haut, c'est pour programmer ce micro-là. C'est lui dans les deux. Ouais. Et l'autre, Ouais. du coup, c'est pour la target. À mon avis, du coup, c'est pour la cible, donc c'est sur le pic qu'on vient programmer après. Target, effectivement, pour la cible. Et là, U2, c'est pour programmer Parce que- U2. U2, c'est qui?
C'est Là, le micro microcontrôleur qui permet de Ouais. programmer notre microcontrôleur. Exactement. Parce que là, on voit sur le branchement, on est sur les MCLR directement de sur le micro. Exactement. Donc c'est-à-dire que, en fait, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est quand même possible de programmer le microcontrôleur de programmation. Alors en fait, ça arrive, vous avez un firmware hein, qui est intégré à l'intérieur de ce microcontrôleur-là. On peut faire des mises à jour. Voilà. On peut changer la version du firmware qui est intégrée. Ok. Voilà. Donc ça arrive. Sur les microchips, moi ça m'est pas arrivé, mais par exemple sur les STM32, en général, là, quand elles nous sont livrées et que les élèves y accèdent pour la première fois, ils demandent de mettre à jour la sonde de programmation du STM32. Là, c'est exactement la même chose. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément intéressant? Il y a un potentiomètre. Il y a un potentiomètre? Où ça? Sur la borde rouge, enfin sur la photo. Là, ça. Là? Ouais. Ouais, mais celui-là, on verra plus tard. Là, on est sur la partie programmation qui est à gauche. Ok. Donc à gauche du trait blanc. Il y a un temps. Il y a un quartz, ouais, qui est ici, Il y a avec les deux condensateurs qui sont à côté. Donc le quartz, je sais pas si on le voit. Il est peut-être au dos. Non, il est là. il est juste un peu. Ensuite, Alors, il y a les deux trucs en haut à droite. mais- ok, les deux trucs en haut à droite, ils sont intéressants pour un truc en particulier. VCCA, Les VCCV. buffers ou des trucs comme ça. Les SN64 aussi. Des buffers qui servent à quoi? Bah, c'est la mémoire tampon. Non, pas tout à fait. C'est pas buffer au sens mémoire. Effectivement, c'est un étage tampon, mais qu'est-ce qui vient isoler, entre guillemets? Parce qu'on voit qu'il y a une data et il y a une clock sur les deux en entrée. Ouais. Ouais, ça je suis d'accord. Alors déjà, vous voyez les noms, tout PGD, tout POC, c'est pour programmer. Là, il y a un tout master clear. Donc c'est pour programmer, en tout cas pour communiquer avec la cible. On est OK là-dessus? OK. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas communiquer avec un fil directement entre mon microcontrôleur programmation et mon microcontrôleur cible? S'ils n'ont pas la même tension. S'ils n'ont pas les mêmes tensions d'alimentation. Parce que la cible, je peux décider de l'alimenter en 3 volts 3 ou en 5 volts. Alors que mon microcontrôleur U2, il est alimenté en 3 volts 3. Donc ici, vous avez, regardez en entrée, 3 volts 3, en haut à gauche là, et en haut à droite, VDD. Donc en fait, ça adapte le niveau de tension. C'est un buffer de tension en fait. Ok. Ce qui permet que quand je fais un logique, par exemple qui sort du microcontrôleur, ça va être 3 volts 3 ici, et il va se convertir en 5 volts si jamais sur ma cible j'utilisais du 5 volts. C'est comme il y a les drivers, par exemple, pour les OCR, l'UART. Ouais, c'est des trucs comme ça. Ça n'inverse pas forcément, c'est juste que ça change les niveaux de tension. C'est un buffer de tension, ouais. C'est juste pour adapter le niveau de tension. Ouais, voilà. Ok. Et ça, ces composants-là, je sais pas d'ailleurs si on a les noms tout à fait. Mais bref, on va les retrouver là, quoi. En bas, ici. C'est les composants à 6 broches que vous avez là. Ouais, là, il y a 6 broches. Vous avez des transistors ici. Transistors que vous allez retrouver ici. Voilà. Et globalement, on a fait le tour. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça, c'est ça. Ça, c'est la partie alimentation qui se trouve là-haut. On a, il manque des choses. Voilà, bon, ça on l'a vu. Ça, c'est le bouton poussoir, vous l'avez remarqué. Et puis le reste, je ne l'ai pas marqué, mais au final, voilà, ce sont tous les buffers de niveau de tension. C'est ok? Maintenant, on va partir sur la partie application, donc la partie à droite de la séquence. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, il y a. Il y a moins de petits composants. Alors, déjà, il y a les deux connecteurs qui vont pour des chiffres. Il y a les deux connecteurs qui vont pour des shields. Ils sont là? Ouais. Ok. Alors si vous regardez bien, les connecteurs à proprement parler, c'est les rectangles à l'horizontale. Ils sont marqués J27 et J26, J19 et J21, c'est ça? Ouais. 30 et 31. 30 et 31, pardon. Et donc au final, ce sont bien ces connecteurs qu'on va retrouver là. Ouais. Toc, toc, les connecteurs noirs ici. Quoique non.
Non, c'est peut-être le connecteur vide. Là, c'est un 28. Ouais, attends, 28 est là. 28 est là. Et donc 28 c'est... Ou pardon. 28 c'est... C'est lui 28. 28. Ouais. Ok, donc on a le premier connecteur qui est là, qui sont au final les deux connecteurs noirs ici, là. On emprunte avec les deux connecteurs noirs. Et puis ensuite on a deux connecteurs qui eux sont à souder, C'est va souder plus tard. les 26. qui sont effectivement ceux à l'horizontale ici. On reste là 2 minutes. Qu'est-ce que vous marquez d'autre là-dessus? Sur cette partie-là du schéma. La partie... C'est propre. C'est propre. Ils ont mis des connexions à chaque fois. Il y a, pardon? Ils ont mis à chaque fois des interconnexions, on ne les voit pas, nous ils ont mis des étiquettes à chaque fois Ouais. pour les liaisons. Il y a des résistances sur les RSTX. Il y a des résistances sur RxX, ouais. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Un truc que vous voyez sur tous les signaux. Quasiment tous. Pas sur la ligne. Il y a des points de Des test. condensateurs. Vas-y, Nitz. Il y a des points de test. C'est pas des points de test. Ce symbole-là. C'est pas tout à fait un point de test. Je vais revenir, on va faire la différence après. C'est les trous. Solder blob. Ouais, comment il s'appelle? Solder blob. Solder Bridge. C'est marqué solder blob. Marqué Solder Blob? Ok. Ouais, j'appelle ça un Solder Bridge. Alors c'est quoi ce symbole-là? C'est quelque chose qu'on peut souder directement, ça fait un Ouais. champ. Qu'on peut souder ou dessouder au final. Et on peut le remarquer, paf. C'est tout ce que vous avez là qui brille. Toc, 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 toc. Ah oui. Ça permet de faire quoi? C'est des vias, mais des vias qui peuvent être enlevés. D'accord? Un via en vrai, enfin, un via c'est pas forcément connectable ou déconnectable. Ça dépend ce que tu appelles via, truc métallisé, tout ça. C'est pour Ah, voilà. les déconnecter si on veut réutiliser les broches à un autre. Exactement. usage. Si vous avez quelque chose qui est connecté là, par exemple, bah, vous allez laisser la connexion. Par contre, si vous n'avez rien de connecté et que vous voulez réutiliser les broches pour autre chose, vous allez dessouder ici pour déconnecter le RC1, par exemple, qui arrive là, pof. C'est pour isoler au final. Si vous dessoudez cette partie-là, vous isolez cette partie-là de cette partie-là. Vous enlevez la connexion. Ok. C'est pour laisser un usage un peu permanent, on va dire du semi-permanent. C'est-à-dire qu'on vous laisse la possibilité de souder ou dessouder. Par contre, on est bien conscient que c'est bien plus galère qu'un jumper, par exemple. Puisque c'est pas si facilement déplaçable. Il faut sortir l'outil gris pour ça. Ouais. C'est plus petit du coup. C'est plus petit, ouais. Et là, vraiment, c'est un truc traversant. Ces éléments-là, on va les retrouver à d'autres endroits. Mais je vous laisse, pour l'instant, je vous laisse me dire le reste. Qu'est-ce que vous remarquez? LED. LED, Ouais. elles sont là. On a pas mal de LED. Oui. Il y a des résistances qui vont avec. Mm. On retrouve les solder bridge ici. Ouais. Les solder blob, pardon. Ce qui fait que ça permet de, éventuellement, eh ben, si je veux piloter avec, je sais pas moi, RA7 quelque chose, ça me permet de ne pas avoir à alimenter la LED en même temps, quoi. Ouais. Ok, quoi d'autre? On retrouve deux switches. On retrouve deux switches avec résistance de pull-up. Ouais. Ok. C'est quoi notre résistance à votre avis? Résistance série. Ouais, mais à quoi ça sert? C'est pour la protection. Protection de quoi? Là, on va sur les branches RC5 et Courant. RC4. Ouais. Alors je vais vous la marquer comme ça. Pof. On a le bouton poussoir. On a la lime. Moi, la résistance de pull-up, je vous ai expliqué comme ça. Ouais. Et puis là, vous avez l'entrée de votre microcontrôleur. Ok. Donc la résistance de pull-up, vous avez compris, hein. J'appuie là-dessus, j'ai un 0, je suis relié directement à 0. Mais si j'appuie pas, comme j'ai pas de courant qui circule, j'ai pas de différence de potentiel au bord de la diode, de la résistance, pardon, et donc j'ai bien VDD qui arrive. Ok. Mais maintenant, si je fais ça en plus, si je rajoute une résistance serrée ici, à quoi que ça sert? Non. Moi j'aurais dit que ça permettait que quand on appuie ou qu'on n'appuie pas, en fait, ça permet, du coup, ça vient pas bagoter au niveau de la broche du composant directement. Non. Non. Alors en fait, sur l'entrée, ça change rien du tout. Si mon bouton poussoir n'est pas branché, bah pareil, j'ai toujours pas de courant qui circule, donc je vois toujours VDD. D'accord? Si mon bouton est pressé, là je suis directement relié à la masse. Ça s'appelle le courant. Ok. Mais comme j'ai toujours pas de courant qui circule, je vois 0. Donc en entrée, ça ne change pas le comportement. Donc ça veut dire que c'est fait pour le travail, non pas en entrée, mais en sortie. Ma broche, elle peut servir d'entrée
tout comme elle peut servir de sortie. Ok. Donc c'est-à-dire que là, ma broche, elle peut imposer un 5 volts ou un 0 volts. Si elle impose un 5 volts, et qu'en même temps, je m'amuse à appuyer sur le bouton, il y a un court-circuit. C'est pas que ça tire du courant, c'est que ça grille la sortie. Donc pour éviter ça, on rajoute une résistance de protection qui est là pour limiter le courant si jamais j'appuie sur le bouton poussoir et que je me sers de cette branche en sortie. Okay. C'est-à-dire qu'en fait la board, elle a été pensée, et ça c'est important de comprendre ça, la board, elle vous a été fournie avec des applications directement soudées, LED, bouton poussoir, potentiomètre, d'accord, mais elle est quand même conservée, elle est quand même pensée de sorte à ce qu'elle soit évolutive. Si jamais la LED, je sais pas moi, la LED D2, vous voulez pas vous en servir en sortie, mais en entrée, le bouton poussoir S1, vous voulez pas vous en servir en entrée, mais en sortie, et bien quand même, on protège le reste de l'appareil. Ok. Donc c'est pour ça, en fait, vous allez vous retrouver avec des petites résistances, des petits éléments auxquels vous n'auriez pas spécialement pensé au départ, mais qui sont faits que là, on laisse l'utilisateur, celui qui a acheté la carte, on le laisse jouer n'importe comment avec la carte. Et bien, tant qu'à faire, quand c'est un produit comme ça, le microcontrôleur, il achète, c'est sa responsabilité totale. Par contre, là, c'est moi qui lui vends la carte avec. Il faut que je fasse attention à ce qu'il ne fasse pas trop de conneries avec quand même. Ok. Les boutons poussoirs, du coup, vous me les avez notés, c'est ça? Vous en avez parlé? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre composant sur cette série-là? Du coup, on a parlé des résistances, on a parlé des boutons poussoirs. Il y a un quartz là-haut? Non, je reste là, sur les boutons poussoirs. On retrouve Point de test. les solder bridge, les solder block, pardon, et des points de test à côté. Les points de test, du coup, on va pouvoir les voir. Non, ils sont pas marqués les points de test. Toc, ça on l'a vu. Les points de test, ils sont où? Ouais, ils sont là. Enfin, pardon, il est là, juste à côté du RB4. Donc là, on a le solder blob, mais là, il y a un point de test que je peux rajouter. Et d'ailleurs, ces points de test-là, comme ici, tiens d'ailleurs, ils sont pas marqués, mais ces points de test-là, nous, on les a soudés pour pouvoir mettre une sonde d'oscilloscope dessus. Ouais. Ok, vous m'avez parlé du quartz aussi. Le quartz, alors on ne le voit pas, mais vous savez où il est? Il est dans le micro, non? Non, il n'est pas dans le micro, parce qu'il est, tu vois, il est à l'extérieur. Il est en dessous. Il est en dessous de quoi? À quel endroit? En dessous du C18, C17. Vous avez les deux là qui sont là. Ouais. Ah non, pardon, c'est C21-22. Ah bon, Bah non. Ah bah il doit être en dessous du coup. My bad. On va pas le voir. Hop, je reviens là-dessus. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Tous les connecteurs, enfin tout ça. Qu'est-ce que c'est? En haut à gauche? En haut à gauche, c'est des points de test aussi. Tu vois, alliés, masse, qui sont là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le quartz, on a parlé. Est-ce que le quartz, il est branché sur le microcontrôleur? Non. Il est branché sur quoi? Le pic, je sais pas quoi. Ouais, mais attention. Pic 28. Ça, c'est du coup mon microcontrôleur cible? Non. Où est-ce qu'il est mon microcontrôleur cible là-dedans? Il n'y est pas. Il n'y est pas. C'était marqué sur la diapo d'après. Ah, mince. Le mauvais spoil. Ouais, voilà. La carte, elle vous est pas forcément fournie avec un microcontrôleur. Nous, en l'occurrence, il nous est fourni avec un PIC 16 qu'on enlève et on met un PIC 18 à la place. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au final, j'ai 4 connecteurs. Ces deux connecteurs-là, qui sont en bas, vous allez vite les reconnaître. C'est les barrettes, les grosses doubles barrettes qui sont. Ok. Mais en fait, ici, il y a un connecteur 40 broches. Et en dessous, on ne le voit pas. Mais il y a un autre connecteur 28 broches. Et en fait, ça correspond, paf. Est-ce qu'on va le voir là directement? Oui, ça dépend du boîtier qu'on a. Exactement. Le PIC 16 qui est vendu avec, c'est un 40 broches. On les enlève et à la place, on met un PIC 18 qui est un 28 broches. Voilà. Et à côté de ça, vous avez effectivement les connecteurs qui vous permettent d'accéder à ces broches en fait, mais en branchant des fils dedans. Ok. Et ça, du coup, vous aviez tout reconnu. On est tout bon. Donc ça, ouais, j'en ai pas parlé, mais j'en parle après, tiens d'ailleurs. Voilà. C'est un bus particulier, enfin un format particulier de connecteur qui s'appelle Microbus, qui est qui a été standardisé par Microelectronica, qui est une boîte serbe. À une époque, il faisait presque une nouvelle référence de carte toutes les semaines. Il y a beaucoup, hein, ils ont pas loin de 3000 références.
Alors il y en a qui sont tombés en obsolescence depuis, mais voilà, il y a beaucoup de références. Et l'idée c'est que par exemple là il y a un kick USB UART, on l'utilisera, parce que par exemple le microchip, le PIC 18 qu'on va utiliser, a un périphérique UART. Et sur le PC on a un périphérique USB. Et en fait, avec ce bridge là, ce qu'on appelle un bridge en termes protocole, c'est quelque chose qui fait juste la traduction d'un protocole vers l'autre, sans forcément interpréter le message, sans modifier le contenu. C'est juste changement de protocole. Et ben voilà, on va utiliser ça. Là, par exemple, on a un clic USB, non pas USB, pardon, Bluetooth audio, voilà, qu'on pourra utiliser pour faire une enceinte éventuellement. Je sais pas si on arrivera là en TP, si on part sur autre chose, mais c'est ce que je faisais classiquement. Ok. Et en fait, il y a tout plein de choses. Hein. Il y a des capteurs, moi j'utilise pour d'autres enseignements, capteurs d'accélération, enfin accéléromètre, température, humidité, pollution, oxygène, tout ça, quoi. Voilà. Donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et comment ils ont fait pour faire ça, pour faire un truc efficace qui soit très répandu? Et ben c'est qu'en fait sur ce bus là, je sais pas s'il y a des mots que vous reconnaissez. Alors ça va pas parler à tout le monde, c'est sûr et certain. Ouais, il y a l'I2C. Il y a l'I2C, Il y a le SPI. il y a du SPI, il y a de l'UART, il y a PWM, et il y a une broche analogique. Donc en gros, SPI USB, SPI I2C UART. En gros avec ça, vous adressez 99,9999% des composants embarqués du marché. Donc voilà, avoir un connecteur sur lequel il y a ces trois bus là qui passent, c'est cool. Ensuite PWM, il y a quelques composants qui ont besoin de PWM. Et vous avez analogique aussi pour avoir une sortie analogique. En plus, vous avez une alimentation 5 volts et une alimentation 3 volts 3. Donc là, pareil, vous adressez pas loin de 99% des composants du marché. Et donc, en fait, avec un connecteur qui n'est pas si gros, hein, c'est quoi? C'est 16 broches en tout. Et ben, vous arrivez à avoir tout plein de capteurs possibles. Enfin, de capteurs ou actionneurs possibles. Voilà, ouais, clairement, c'est ça. Ok. Donc voilà, ce format fait qu'il a été rapidement adopté parce que facilement adaptable. Et au final, c'est Microelectronica, pardon, qui s'occupe de fabriquer les boards avec différents types de capteurs dessus. Voilà. Je vous parlais de l'accéléromètre ou de capteur de température. Vous avez clickboard température, vous allez en avoir une dizaine presque. Accéléromètre, il y en a 5 ou 6. Ce qui fait qu'il y a différentes versions en plus de capteurs en fonction de vos besoins. Petite info en termes de package, voilà, parce que on parle de ça, enfin je vous ai parlé du fait qu'il y a un capteur, un microcontrôleur 40 broches ou 28 broches. Bon, en fait, le microcontrôleur, le PIC 18, nous on va l'utiliser en format qu'on appelle DIP, Dual In Package, 28 broches, voilà. Et alors quand je dis 28 broches, c'est 28 broches sur le côté. C'est ça? Ouais, non. Non, c'est 28 broches en tout. 28 broches en tout. Et donc voilà, c'est un format, mais ce microcontrôleur-là peut exister dans d'autres formats qu'on peut retrouver, typiquement du CMS avec du QFP ou du SSOP, voilà, SSOP c'est plutôt ça. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, à votre avis, sur ces différents packages qu'on peut retrouver? Il y en a qui sont plus simples que d'autres pour du développement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par développement? Je veux dire, si on a besoin d'une application en particulier sur une devboard, si on fait une devboard ou quelque chose du genre, c'est plus simple de mettre du DIP. Ouais. C'est plus simple à enlever. Donc effectivement, le DIP a l'avantage de pouvoir, comme vous l'avez vu sur la board, on le débranche du connecteur. Voilà. Souvent, en fait, c'est pas le composant qu'on va souder même sur la board, c'est un support, et le support, on va pouvoir brancher, débrancher. Alors, ça existe des supports pour CMS, comme ça ou comme ça. Ouais. Voilà. Typiquement, sur la carte mère, c'en est un. Ce qu'on appelle le socket, c'est un connecteur qui permet de débrancher, rebrancher, quoi. Ouais, parce que nous, par exemple, là, chez NXP, on a par exemple les boîtiers QFL ou pour le BGA. Ouais. Nos puces, elles sont comme ça et on a des sockets à chaque fois. Ouais. Qui viennent directement. Ouais. Alors ça, c'est vachement bien, comme disait Nils, du coup, en partie prototypage. Voilà. Une fois que vous vendez le truc, ça, on l'enlève. Okay. Ça prend plus de place, ça coûte plus cher. Au final, il y a peut-être un truc qui va en choquer quelques-uns. Ce qui coûte le plus cher sur une carte électronique, c'est quoi? C'est les connecteurs. C'est la mécanique. Un connecteur comme ça, j'ai regardé une époque, je sais pas si c'est toujours vrai, c'était 80 balles. Alors que pour QFP. Ouais. Alors que le processeur en question coûtait 3 $.
Ouais, non, c'est... Il y a tellement de normes et tout. Même il y a les press suites aussi, après, elles sont arrivées un peu plus tard. Ça, c'est pareil, c'est revenu. Ah ouais, non, mais c'est... Enfin, moi, ça m'impressionne quand même que c'est du plastique que tu viens mouler, comparé à comment la fonderie que tu as dû mettre en place pour fabriquer le microcontrôleur. Ça me surprend toujours, mais bon. Ah, les sockets, par exemple, moi j'ai déjà monté un socket, ça valait 800 € le socket. Ouais, non, c'est hyper cher. Alors bon, c'est bien, c'est vrai que tu peux tester, tu as 400 pins directement, mais c'est du plastique Ouais. majoritairement. Ouais. Donc voilà, bref, il y a... C'est vrai que majoritairement, on va garder quand même le traversant pour tout ce qui est prototypage. D'accord. Parce que c'est facile à enlever, facile à remettre, choses comme ça. De toute façon, hein, c'est ce que vous faites, vous en analogique, là vous avez fait des breadboards hein, pour les AOP, pour les filtres, tout ça. Ouais, C'est beaucoup plus facile. Voilà. Moi, quand je suis en école d'ingé, on nous faisait tout soudé. C'est mieux. Ouais, alors c'est chiant. Ouais, mais les breadboards, Non, c'est c'est bien la soudure. C'est chiant. Alors ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Si tu veux tester fonctionnellement quelque chose, breadboard. Tu veux valider, par exemple, mesurer du bruit, le bruit sur l'entrée des AOP. Là, pas de breadboard. Il y a des capas partout, effectivement. Donc ça dépend des cas. Tu vois, breadboard, je suis pas pour, je suis pas contre. Ça dépend vraiment des cas d'utilisation. Mais vous avez remarqué quand même que pour tester fonctionnellement des choses, breadboard, c'est pas mal. À votre avis, c'est lequel qui coûte le plus cher là-dedans? Moi j'aurais dit BGA. Ouais. Alors le BGA coûte cher, oui et non. Il coûte cher parce que le composant est complexe aussi. Si on part sur du BGA, c'est parce qu'on a beaucoup de broches à faire sortir. D'accord? Donc je vais éliminer de ma liste et je vais dire, sauf BGA, lequel coûte plus cher. Pour un microcontrôleur, je prends un microcontrôleur bien précis. Il est disponible en QFN, disponible en DIP, disponible en QFP. C'est lequel le plus cher? Ah, le plus cher, c'est le DIP. Ouais, c'est le DIP, c'est le traversant. Même si historiquement c'est peut-être le premier à être arrivé, et ben en fait, en termes de facteur d'échelle, c'est celui qui est le moins produit aussi. Ah ouais. Donc, au final, il coûte plus cher que le Parce qu'il a QFN. t'en produit plus. Bah, dans l'industrie, tu utilises moins le DIP. Ouais. T'en produis moins. Ouais, clairement, ça, tu vas les vendre en gros par dizaines à une boîte parce qu'il va le tester. Et ça, une fois qu'il a validé sa production, ok, j'en vends des milliers. Mais des milliers, je vais partir là-dessus. Ou là-dessus. Donc du coup, ouais, ça coûte bien moins cher. Ouais, ça fait des cartes plus petites, tout ça, effectivement. C'est plus long à souder, ça dépend. Si tu as un process industriel... Oui, d'accord, mais je veux dire, quand on le fait à la main... Ah oui, bah, quand tu fais à la main, oui. Bah, quoique souder encore, ça va. Quand on a le souffleuse. C'est dessoudé qui est chiant. Ouais. juste le QFP, je peux pas faire. Le Q... Il y a certains QFP. Ah ouais, tu mets de la... En fait, tu prends Ouais. un masque, tu mets de la pâte. Un stencil et puis. Ouais, globalement, ça va. Hein. Tu as un petit flux aussi et tout passe bien. Et après, tu mets ta... Ouais. Donc tu mets, tu tiens avec de l'air chaud. Ah ouais, c'est chiant. Je sais pas si t'en as fait au labo, mais enfin voilà, on a des techs en labo qui font ça au petit matin et puis ça se fait vite. Hein. Ah, de toute façon, quand tu vois rien dessus, c'est soit... Tu peux le mettre en four, mais Julien, je pense qu'il le fait. Enfin, il en faisait à la main. Nous, on fait pas de ça. Ouais. Mais bref, ça se fait bien quoi. Ouais. Bref, tout ça pour dire que voilà, à l'intérieur, quel que soit le package, à l'intérieur, c'est la même puce. Ok. Je prends le PIC Digital 27K40, qui est celui qu'on va utiliser. En fait, selon les quelques lettres qui vont être derrière, c'est le nom du package qui va être représenté par cette référence-là. Okay. Et donc voilà, ça reste le même composant strictement, avec les mêmes instructions. Éventuellement, ce qui va changer d'un PIC à l'autre, ça va être, si je change d'un boîtier, que je passe du DIP 28 au DIP 40, eh ben, je vais avoir un port d'entrée-sortie supplémentaire, par exemple. Mais sinon, globalement, c'est la même fonctionnalité hein, en interne. C'est OK? Yes. Question?